on essaye aujourd'hui de mettre la musculation dès les U17, dès les U16, on est sur de l'apprentissage évidemment, mais cet apprentissage-là, selon moi, il devrait être fait beaucoup plus tôt et on gagnerait beaucoup de temps. C'est pas cette planification nouvelle qui est la meilleure. En tout cas, ça veut dire on peut faire plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités et, euh, et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire tous la même chose. Voilà, il faut s'adapter par rapport au contexte, par rapport à la semaine qui est en cours, etc. Salut Tom, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, merci à Et toi. rentrer dans le bain en te demandant de te présenter, mais dans un premier temps, j'aimerais commencer par deux petites questions qui vont permettre de détendre un peu l'atmosphère et de commencer tranquillement cet échange. La première, c'est est-ce que tu peux me dire quelle est ta dernière séance personnelle que tu as fait là dans les derniers jours ou les dernières heures? La dernière séance, c'était avant-hier soir, séance de muscu avec les autres prépas du club, avec les analyses vidéo. Au menu, pas mal de traction, pas mal de dips, surtout muscu haut du corps pour le coup, Ok. sur Vous aimez celle-là. bien faire ça avec le staff? Ouais, on se retrouve sur ces moments-là, c'est toujours sympa après la journée, en fin de journée, de se retrouver là-dessus, un peu de musique, un peu de muscu, et puis voilà, on est tous ensemble, c'est cool. Ok, c'est génial. Donc voilà. Et deuxième question, quel est ton meilleur souvenir dans ton métier, dans le métier de prépa? Meilleur souvenir, une bonne question ça. En tout cas, un des moments forts pour le coup, c'était peut-être un match de Gambardella euh, à Guingamp en huitième de finale où on se qualifie au penalty et on se qualifie pour les quarts de finale. Première fois que le club atteint ce niveau-là. Malheureusement, on n'a pas pu jouer le quart de finale puisque c'était l'année Covid, donc tout a été arrêté. Mais pour le coup, sur ce match-là, ouais, un bon souvenir. Ok, super. Merci pour ces questions. Du coup, est-ce que maintenant tu peux te présenter ton parcours et tes Ouais. diverses expériences? Eh ben, écoute, moi, ça va faire maintenant 6 ans que je suis préparateur physique. Là, actuellement, j'ai 25 ans. J'ai commencé, on va dire, vraiment la préparation physique en intégrant le centre d'expertise de la performance Ville-Cometti, où j'ai passé mon diplôme universitaire de préparation physique. Donc, sur cette année-là, j'avais pas mal de missions. Notamment, j'étais préparateur physique adjoint de la D1 féminine du DFCO. J'avais une équipe de hand, un centre de formation de hand de l'équipe de Dijon et un joueur de futsal qui était en équipe de France U21 à l'époque. Donc pas mal de missions là-dessus, plus le master à côté en parallèle. Suite à ça, j'ai intégré le DFCO, le centre de formation, en tant que prépa salarié sur les U19. Je m'occupais de la réathlétisation de tout le centre de formation, plus la prépa des U19. Et suite à cette année-là, donc j'ai terminé mon master sur cette année-là. Je suis rentré en thèse à ce moment-là et je suis passé responsable de la préparation physique au sein du club, au sein du centre de formation. Et maintenant, ça fait 3 ans que ça continue comme ça. Donc sur les 3 ans, j'ai fait 2 ans avec la réserve. Et là, cette année, je suis avec les U18. Voilà. Donc Ok, super. Donc, ça a évolué un petit peu au niveau des missions, au niveau des groupes. Mais bon, le fond reste le même, hein, ça reste toujours la prépa physique et un petit peu de recherche à côté. donc en termes de formation de base, cursus entre guillemets standard, même si tu as Ouais, continué après le master sur la thèse, c'était c'est un, ça. c'était une volonté que tu avais depuis quelque temps ou ça a été nourri par des discussions et des rencontres avec des profs qui t'ont poussé un peu? Bah, c'est un petit peu, c'est surtout des rencontres, hein, je pense, parce qu'au final, au début, je m'étais inscrit en STAPS sans trop savoir où est-ce que j'allais. J'avais un autre projet en tête. Finalement, je pouvais pas le réaliser tout de suite, donc je suis rentré en STAPS et finalement, ça m'a plu. Ça m'a permis de répondre à pas mal de questions que je me posais moi personnellement en tant que sportif. Et du coup, bah, ça a avancé petit à petit. La suite logique, c'était d'aller au minimum jusqu'au master. Et sur mon année au sein d'expertise de la performance, voilà, j'ai rencontré des personnes, notamment les directeurs du centre d'expertise de la performance, qui sont aujourd'hui mes directeurs de thèse, et qui nous ont tous accompagnés vraiment dans cette démarche de, oui, il y a la préparation physique, mais la recherche est importante, l'aspect scientifique est important pour vraiment appliquer quelque chose de cohérent sur le terrain. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc,
voilà, quand j'étais en Master 1, sur mon année au centre d'expertise de la performance, c'est là que vraiment ce projet de thèse a commencé à naître, au moins l'envie. Après, ça a été assez difficile à mettre en place puisque voilà, j'ai l'opportunité d'intégrer le DFCO en tant que salarié. Moi, en allant là-bas sur mon entretien d'embauche, je propose directement l'idée de faire une thèse avec eux. Chose qui à l'époque, et voilà, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça reste très récent, hein, les clubs qui s'investissent autant dans la recherche. Donc au début, ils m'ont dit non direct. Ils m'ont dit, écoute, voilà, nous, c'est pas l'objectif. On aimerait que tu te concentres déjà sur la prépa. Donc voilà, j'ai eu un an pour leur prouver que le projet était viable, qu'il y avait un vrai intérêt à le faire. Et voilà, par bonheur, ça s'est fait. J'ai eu la chance d'avoir des dirigeants qui étaient à l'écoute de ça, qui m'ont laissé l'opportunité de le faire. Et donc voilà, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. C'était pas sûr du tout jusqu'au dernier moment. Et, euh, et là, maintenant, on a eu la chance de pouvoir mettre ça en place et puis ça se poursuit. Donc c'est top. Ouais, c'est super. Et cette vision, cet intérêt sur pour lier le monde de la théorie et de la pratique, est-ce que tu l'as perçu réellement dans le master ou et au cours de tes années en STAPS, ou est-ce que du coup c'est vraiment voilà certaines personnes qui t'ont dit qui t'ont fait ressentir ce besoin? Bah, je dirais qu'il y a forcément un petit peu des deux, puisque c'est vrai que le master, c'est des cours qui sont vraiment très intéressants parce que tu rentres vraiment dans le cœur de ton métier. Tu as des profs qui t'amènent vraiment ce côté terrain très pratique et d'autres profs, au contraire, qui sont vraiment dans l'aspect théorique et te dire, ben, voilà comment ça fonctionne. Et ce côté, voilà comment ça fonctionne, moi, m'intéressait particulièrement parce que j'avais la sensation, et encore aujourd'hui, j'ai la sensation parfois que on va peut-être mettre en place des contenus d'entraînement plus par habitude que vraiment en se disant bah, pourquoi on le fait et vraiment comprendre le pourquoi. Et donc, du coup, cette question-là et justement, hein, les rencontres avec notamment les directeurs du CEP nous ont permis ça. Et eux nous challengeaient très souvent en nous demandant bah, OK, tu fais ça, mais pourquoi tu le fais? Et le fait de se poser la question tout le temps du pourquoi on le fait, des fois, on se rend compte que ouais, finalement, c'était peut-être pas le mieux ce que j'ai proposé. J'aurais peut-être pu proposer des choses différentes. Et donc, du coup, voilà, la combinaison de ces rencontres-là, les cours du master, fait que ben, la suite logique, c'était OK, on va poursuivre ce questionnement et on va essayer d'approfondir sur une thématique qui, moi, me parlait, mais de manière générale, essayer de se poser pas mal de questions autour de l'entraînement. Ouais, on va y revenir hein, sur ton sujet de recherche et l'intérêt que tu as eu sur la planification notamment. Oui, c'est ça. Mais tu as exactement mis le point sur un point, enfin, sur un sujet important qui pour moi, est encore aberrant quand on voit sur les terrains, que ce soit des prépas, des éducateurs à tout niveau, qui reproduisent ce qu'ils ont vécu en tant que joueurs sans forcément comprendre. Et ça peut dater d'il y a des années. Et en fait, on reproduit encore ce schéma sans réellement se dire est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a des bénéfices, est-ce que je peux tirer quelque chose? C'est hyper important, je pense. Tout à fait, ouais. Tout à Euh, fait. sur ta thèse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu mis en place? Ouais, bah écoute, le sujet général au départ, c'était de parler de planification. J'ai toujours considéré la recherche comme, comme je l'ai dit avant, une réponse à mes questionnements. Donc voilà, sur mon master, mes mémoires, c'était ça, c'était je me posais une question, ben ok, on va essayer d'aller voir ce qui se passe, on va essayer d'y répondre. Et la suite logique, c'était d'aller dans le domaine de la planification, puisqu'en fait, quand je suis arrivé au DFCO, c'était vraiment ma première expérience dans le monde un petit peu haut niveau au foot en tant que prépa. Et quand il a fallu construire ma planif, je me suis dit, OK, bon, je pars un peu dans l'inconnu. Alors, je me suis servi justement des gens qui étaient déjà en place, des entraîneurs, leur expérience. Euh, et en mettant en place tout ça, je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu tous la même chose. Je demande à droite, à gauche, dans les autres clubs, qu'est-ce que vous faites? Et puis, ben ouais, en fait, bon, j'ai l'impression qu'on fait un peu tous la même chose. Donc, je me dis, si on fait tous la même chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser parce que, ben, on a des sportifs qui sont différents, on a un objectif qui est quand même commun, mais chaque individu est différent. Est-ce que en proposant tous la même chose, on va arriver à des résultats qui sont vraiment significatifs? Je sais pas. Donc voilà, l'idée c'était déjà dans un premier temps
d'objectiver ce qui était fait ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un questionnaire qu'on a fait passer dans les centres de formation pour savoir un petit peu ce qui était fait à droite à gauche. Et oui, en effet, on fait un peu tous la même chose. Donc ça, c'était vraiment le point de départ après de la thèse. Et l'idée, ça a été, ben voilà, sur une semaine typique en saison, comment on va pouvoir modifier l'entraînement, comment on va pouvoir améliorer cette planif pour permettre le développement de nos joueurs, puisqu'aujourd'hui, on sait que voilà, l'écart entre un joueur de centre de formation et un professionnel, il est quand même important. Nous, notre objectif, c'est de le combler. Donc, comment on comble ça? Donc, ça veut dire augmenter les charges d'entraînement, mais comment en même temps on permet aux joueurs d'être performants en match, ce qui est quand même l'objectif malgré tout, et on leur permet de se montrer pour aller plus tard chez les professionnels. Donc, il y avait vraiment ce double objectif, et voilà, l'objectif, c'était de trouver des stratégies. Donc, on a testé dans un premier temps l'entraînement de veille de match, puisque ça reste quand même un peu un mythe de la préparation physique dans le foot, où on fait tous un peu la même chose, vivacité, je réduis. Donc on a testé ça sur des volumes d'entraînement différents, 45 minutes, 60 minutes, 75 minutes, et l'objectif c'était de voir l'impact sur l'état de forme le jour du match. On s'aperçoit qu'en en faisant le moins possible, c'est-à-dire 45 minutes, on est plus performant que sur les autres durées, ce qui peut sembler logique, hein, évidemment, mais surtout qui nous fait émettre l'hypothèse que bah, les contenus d'entraînement qui sont proposés dans cet entraînement seraient peut-être un petit peu trop exigeants par rapport à l'objectif qui est annoncé, qui est surtout de l'affûtage par rapport au match. Donc, il y avait cette étude-là. Ensuite, on a fait une étude sur la forme de la planification. Donc, actuellement, on va dire que les équipes chargent à J-4 et J-3 de manière générale avant de réduire les charges à J-2 et J-1. Et on s'est posé la question, est-ce que si on inverse les entraînements qui sont à J-3 et J-2, ce qui permettrait d'avoir un entraînement fort, un jour un peu réduit et un jour fort, un petit peu en ondulé, est-ce que ça permettrait pas finalement d'augmenter les charges externes sur ces entraînements-là? Donc c'est ce qui s'est passé hein, sur le deuxième entraînement fort. Quand on fait une planification un peu ondulée comme ça permet d'avoir des charges externes qui sont plus importantes, donc potentiellement un développement à long terme un peu plus important. Et sur le jour du match, on n'avait pas d'écart très significatif sur l'état de forme, voire même un petit peu plus important sur la planification ondulée. Donc, ça permettait de dire, c'est pas cette planification nouvelle qui est la meilleure. En tout cas, ça veut dire on peut faire plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités. Et, euh, et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire tous la même chose. Voilà, il faut s'adapter par rapport au contexte, par rapport à la semaine qui est en cours, etc. Et ensuite, on a fait une étude en reprenant ces jours de développement, puisqu'on a généralement des objectifs sur ces jours de développement, que ce soit peut-être orienté un peu plus force, orienté un peu plus aérobie, un peu plus vitesse. Et est-ce que l'ordre des séances, finalement, a une importance? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par une qualité physique ou une autre? Et quel est l'impact sur les charges externes? Quel est l'impact sur l'état de forme le jour du match? Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, finalement, en changeant l'ordre des séances, il n'y a pas d'impact sur l'état de forme le jour du match. Et on a même testé des séances avec de l'intermittent à J-2 en comparaison de répétitions de sprint à J-2. Voilà, il n'y avait pas d'écart sur l'état de forme. Par contre, les charges externes sont plus importantes quand on place la séance au début de la semaine parce que le joueur est plus frais. En fait, finalement, ça reste de la logique. Donc voilà, encore une fois, ça permet de dire tout est faisable. Le seul truc, c'est qu'il faut partir du principe que si tu veux développer, par exemple, la vitesse, il faut la placer en premier dans la semaine. Si tu veux développer ta qualité aérobie, il faut la placer en premier dans la semaine. Donc voilà. Et on a terminé par une dernière étude qui était un peu plus d'utilisation des données, où là, on a pris nos données de GPS sur toute une année complète et on les a quantifiées de manière absolue. Donc, c'est-à-dire, ben, le joueur fait 4000 mètres à l'entraînement, 200 mètres à haute intensité. Et on les a aussi exprimées en valeur relative par rapport aux performances de match de nos joueurs, donc là en pourcentage. Et l'objectif, c'était de voir par poste quelles conclusions on tire d'une méthode et par rapport aux conclusions qu'on tire de l'autre méthode. Et en fait, on s'aperçoit qu'en valeur absolue, généralement, on a tendance à dire que les milieux excentrés c'est eux qui font le plus à l'entraînement, les milieux centraux font les plus grandes distances totales, etc. Et en fait, quand on utilise les valeurs relatives, on n'a plus du tout les mêmes conclusions. Donc, finalement, le fait d'utiliser ces valeurs relatives, d'avoir euh, par rapport à leur capacité physique à nos joueurs, ça amène des nouvelles perspectives d'entraînement et peut-être de se dire que certains joueurs, on a l'impression qu'ils sont surchargés par rapport aux autres. En fait, ils sont sous-chargés par rapport à leur capacité.
Donc, ça nous emmène à dire que la planif, elle doit forcément être individualisée, au moins par rapport au poste, et au mieux par rapport à l'individu. Voilà. Donc, l'idée vraiment générale de la thèse, c'est de dire, bah, la planification, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont faisables à partir du moment où on va valider les principes d'entraînement fondamentaux qu'on connaît, qui sont la variation, qui sont la récupération, qui sont l'individualisation, la spécificité, voilà, tous ces principes qui, voilà, si on y adhère, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Donc, le fait que tout le monde fasse un peu la même chose, peut-être que ça veut dire qu'on réfléchit pas encore assez à notre contexte personnel dans nos équipes. Voilà, c'est ça un peu l'idée de la thèse. Ouais, bien sûr. C'est hyper intéressant. C'est ce questionnement sur la structure de la semaine. Euh, et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, je reprends l'étude du J-1. Euh, Tout est contextuel. J'en parlais hier avec un collègue. Tout est contextuel dans ces interventions. Et en fait, on peut arriver à un résultat et à la performance par différents chemins. Il suffit simplement de mettre un peu de logique, de prendre en compte le contexte d'intervention. Et en fait, même si on essaie de copier ce qui se fait sur une équipe au très haut niveau, si on a le carnet d'entraînement d'une équipe, Mm. par exemple à Manchester City, et que on le retranscrit sur notre club, ça va sûrement pas marcher parce qu'on n'a pas tout le matériel de récup, parce qu'on n'a pas Bien le, sûr. le staff, tous les tests que vous mettiez en place. Toi, sur l'évaluation des inerties de récupération, comment vous mesuriez vous aviez des tests spécifiques, je suppose, sur chaque qualité? Ouais, c'est ça. Bah alors, on a fait quelque chose de très pratique, je dirais, parce que euh, on testait, par exemple, le jour du match, le CMJ, on faisait des tests de vitesse, on faisait des tests de vitesse avec changement de direction, on avait des questionnaires d'état de forme subjectif. Voilà, on s'est cantonné à ça. Euh, L'idéal, évidemment, ça aurait été d'avoir des tests un peu plus, euh, voilà, des tests sanguins, des tests de lactatémie, des CPK, tout ça, évidemment. On n'avait pas ça, puisque ben, après, c'est aussi un autre budget, évidemment, pour de la recherche. Et ça serait pas aussi réel par rapport à ce que 95% des équipes peuvent mettre en place. Exact. Voilà. L'idée, c'est aussi de mettre un protocole que n'importe qui peut remettre en place. C'était aussi un des objectifs de cette thèse. Ça doit rester quelque chose de pratique et que n'importe qui peut remettre en place finalement. Donc, on est resté sur des choses très simples. Ok. Et du coup, tu as sondé près tous les centres de formation. Mm, Euh, je suppose que la plupart ont répondu. Il y a, ce que tu disais, beaucoup de points communs sur la façon de faire. Et à mm, la fois, pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait sur quelques clubs que j'ai pu regarder, quand on veut évaluer, par exemple, parce que les tests ont beaucoup utilisé en centre de formation, plus que sur du mm, et sur un test de VMA ou de VMI, on a encore différents points d'entrée. Il y en a qui utilisent encore le Vermeval, il y en a qui mm. utilisent encore le 30-15 IFT, il y en a qui utilisent le yo-yo, il y en a qui... Voilà. Qu'est-ce que vous avez utilisé et qu'est-ce que tu en penses de tous ces tests? Alors nous, si on parle de VMA, on utilise surtout le 45-15. Euh, donc voilà. Après, cette année, on a mis aussi le VAMEVAL, qui était une demande du directeur, parce qu'il a des repères par rapport à ces valeurs-là. Euh, Moi, sur les tests, voilà, on essaye de faire au plus large, hein, mais sur des choses qui restent très simples quand même. Après, bon ben, ça reste une difficulté aussi hein, d'avoir des variations, autant de variations parfois entre les tests d'un centre à l'autre pour comparer les données. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui peut-être devrait être impulsé par la Fédé, hein, de mettre des tests très précis. Je sais qu'au rugby, ça existe, où voilà, ils ont défini les tests et après, tous ces tests sont envoyés à la Fédé pour avoir des grosses bases de données. Si on pouvait avoir des bases de données dans les centres aussi pour comparer nos joueurs à ce qui se fait ailleurs, sans avoir les noms hein, de manière anonyme, évidemment, mais pour comparer par rapport à des postes, par rapport à ceux qui vont au haut niveau, ceux qui, voilà, ça permettrait aussi peut-être d'avoir au niveau de la prescription de l'entraînement, peut-être, on serait peut-être encore meilleur. Donc, ouais, sur ces tests, ça serait idéal d'avoir
au moins une batterie de test commune à tout le monde. Le reste, si quelqu'un veut faire autre chose, ben voilà, après, libre à chacun. Mais voilà, Évidemment. Et là, on parle parce que c'est aussi notre point commun sur la prépa, mais évidemment, le système de jeu, le projet de jeu du coach va bien sûr. influencer en fait tous ces repères parce que tu parlais de données relatives par rapport au match. Je me doute que enfin, ça a déjà été montré, un 3-5-2 avec des pistons Mm. qui sont très actifs sur les côtés. C'est pas pareil qu'une équipe qui joue en bloc bas, en 4-3-3, etc. Est-ce que vous aviez des systèmes de jeu standardisés? Est-ce que ça vous a questionné ça? Nous, on joue plutôt souvent dans un système qui ressemble à un 4-2-3-1 de manière générale. Après, de toute manière, c'est aussi une des limites qu'on avait dans cette étude-là, et c'est pour ça que ça a été assez dur à mettre en place. C'est qu'à un moment donné, il faut essayer d'enlever tous ces facteurs qui vont faire varier justement les résultats. Donc, du coup, on a pas mal de matchs en eux-mêmes qui ont été écartés de l'analyse parce que trop variables. Si on prend le cas de cette étude, voilà, on a enlevé tous les matchs, par exemple, où il y a eu des cartons rouges. On a enlevé tous les matchs où les équipes adverses étaient assurées, par exemple, du titre ou assurées de la descente. Parce qu'à un moment donné, c'est plus du tout les mêmes performances. Ça peut influer la performance physique. Donc voilà, nous, voilà, on reste sur des systèmes qui sont assez classiques, mais de toute manière, on pourrait même se dire, ben, euh, le coach, l'animation qu'il va y mettre dans son système, qui peut être le même d'une équipe à l'autre, l'animation va varier. Il va peut-être demander des choses qui sont différentes à ses joueurs pour un système qui est équivalent. Donc ça reste des limites dans nos études qui sont à prendre en compte. Voilà. Enlever ces limites-là, c'est très très compliqué. Oui, bien sûr. Ça me fait rebondir sur un autre sujet. On parlait des qualités physiques tout à l'heure. Tu disais que vous êtes aperçu qu'en fait, les mixer au sein de la semaine, alors bien entendu, sans faire n'importe quoi et tout en restant logique, on va pas faire de la force max à veille de match ou le matin du match. Mais du coup, tu as sorti un article sur l'évolution athlétique du footballeur C'est ça. il y a Ouais. quelques années et sur le footballeur moderne. Est-ce que tu peux en dire deux, trois mots? Ouais, ben, en fait, l'idée, c'était de faire un petit peu, voilà, comment les joueurs ont évolué. On a toujours la discussion avec pas mal de personnes. Par exemple, mon père me dit toujours, moi, j'ai l'impression que je jouerais 100 fois en ce moment. Donc, je lui dis, bah, écoute, on va voir, on va regarder ça. Donc, on a regardé ça le fait est qu'en fait, finalement, les footballeurs n'ont pas tant évolué que ça. Si on regarde au niveau anthropométrique, on n'a pas vraiment de résultats significatifs. Alors après, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des résultats parce que suivant les endroits du monde, peut-être que le recrutement est différent aussi. Donc comparer les données, c'est difficile. En tout cas, dans ce qu'on a trouvé, on n'a pas vu d'évolution vraiment significative. Au niveau aérobie, si on parle de VO2 max, il n'y a pas d'évolution. Par contre, si on regarde les qualités neuromusculaires, ça semble évoluer quand même, ce qui est cohérent avec l'évolution du jeu, hein. On a une augmentation des distances à haute intensité, à très haute intensité, pour une distance totale qui reste la même, voire qui diminue un petit peu. Donc, ouais, finalement, on pense que tout a évolué, peut-être pas tant que ça. Je dirais que c'est les demandes du jeu, les demandes techniques et tactiques qui ont changé et qui font qu'on doit s'adapter. La première évolution qui a fait ça, c'est que voilà, on s'aperçoit que le temps de jeu effectif d'un match a chuté complètement par rapport à il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce qui laisse beaucoup plus de place à de la haute intensité, parce que plus de récupération. Donc voilà, et en plus maintenant avec les 5 changements, on va permettre aussi encore plus d'aller dans cette recherche de haute intensité avec, je pense, des profils de joueurs qui vont émerger dans les années à venir qui seront capables de faire peut-être que 30 minutes, mais par contre, sur ces 30 minutes-là, ils vont envoyer un volume à haute intensité qui sera incroyable. Donc voilà, la conclusion de cet article, c'est de dire non, ça n'a pas tellement changé, peut-être parce que l'entraînement n'est pas encore idéal pour permettre des vraies modifications des qualités des joueurs. Peut-être qu'on s'entraîne encore trop, comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, et qu'il faudrait modifier un petit peu l'entraînement. En tout cas, la philosophie que j'ai actuellement et que j'hérite un petit peu de mon passage
au centre d'expertise de la performance, c'est d'accentuer le travail de force qui aujourd'hui, je pense, est trop mis de côté dans le foot. Et voilà, l'expression de cette qualité s'exprimera aussi sur toutes les autres qualités, hein. Augmenter sa force, ça permettra d'augmenter sa vitesse, son coût énergétique, donc également sa récupération, voilà, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est vraiment une qualité qui est un petit peu mise de côté aujourd'hui dans l'entraînement, notamment dans le foot. Le reste, j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt fait de manière cohérente, en tout cas en termes de volume. Donc ça serait la conclusion de cet article-là. Ok, et en termes de force, quel est ton avis sur le coup, sur le fait que ce soit un petit peu délaissé? Est-ce que tu penses qu'on est un peu fébrile quant à l'utilisation de la force dans notre semaine d'entraînement? Je pense qu'on a un peu peur, déjà. Je pense qu'il y a des stéréotypes qui durent un petit peu sur cette qualité-là. C'est quelque chose que moi j'ai essayé de mettre en place au sein du club depuis que je suis arrivé. Voilà, on a des joueurs aujourd'hui qui passent sous des barres en demi-squat à 250 kilos et pour autant ils restent performants. C'est pas le problème. Mais par contre, les joueurs qui arrivent ont un niveau qui est ridicule, en fait, hein, faut dire les choses. Et qui progressent très vite, évidemment, puisqu'ils n'ont pas d'historique en musculation. On essaye aujourd'hui de mettre la musculation dès les U17, dès les U16. On est sur de l'apprentissage, évidemment, mais cet apprentissage-là, selon moi, il devrait être fait beaucoup plus tôt et on gagnerait beaucoup de temps, ce qui permettrait euh, d'améliorer encore plus les qualités. Et après, la problématique qu'on a, c'est que aujourd'hui, j'arrive à mettre une séance de muscu par semaine, mais une séance de muscu par semaine, ça va vite être trop peu pour développer quoi que ce soit. Si on prend l'exemple d'autres sports, ils sont beaucoup plus dans la salle, les muscu, et pour autant, ils restent performants en match. Aujourd'hui, je pense qu'il faut pas avoir peur de ce qu'on peut faire là-dessus. Toutes les blessures qu'on a, finalement, je pense qu'elles sont surtout dues au fait que les joueurs passent peut-être beaucoup trop de temps sur le terrain et que les demandes qu'on a sur le terrain sont peut-être trop intenses. Faire une séance de muscu, c'est pas forcément avoir une durée de récupération qui est ultra longue. C'est juste après, encore une fois, c'est une question de planification. C'est comment on va organiser tout ça pour que tout se passe bien. Mais voilà, dans l'idée, je pense qu'il va falloir à un moment donné aller vers plus de travail sur cette qualité-là et donc passer plus de temps en salle. Il faudra l'accepter. Peut-être enlever une séance d'entraînement. Voilà. Mais c'est des choses qui sont encore dures parce que, ben, évidemment, j'entends que les séances d'entraînement sont importantes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller sur le terrain. C'est une organisation à trouver. Peut-être que c'est sur certains cycles qu'il faut passer plus de temps en salle. Peut-être que ça doit être aussi individuel. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas besoin de passer autant de temps en salle que d'autres. Encore une fois, pour rentrer dans de l'individualisation. Et voilà, il faut peut-être utiliser les temps de prééchauffement pour ajouter un volume de musculation. Voilà, c'est des stratégies à trouver pour augmenter ce volume-là, de manière générale. Ouais, exactement. Et puis les stratégies de microdosage, elles semblent avoir montré un réel effet sur ces gains-là, plutôt que de mettre une grosse séance une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, en mettre un peu tous les jours. Et tu parlais exactement de manipuler en fait toutes ces variables d'entraînement quand on fait une séance de force. Une séance de force, c'est pas forcément 45 minutes ou 1 heure sous les barres. Ça peut être uniquement 2, 3 séries si elles sont bien exécutées et qu'on les fait correctement. Je pense que c'est riche d'enseignements. Et on parlait de la force, il y a aussi toutes les qualités avoisinantes, hein. Il y a aussi la puissance, la vitesse, forcément, qui peuvent être utilisées sur le terrain plus facilement que la force max, mais qui peuvent être aussi utilisées que ce soit avec des capteurs de puissance en salle, et on peut être très précis actuellement. Bien sûr, bien sûr, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut passer à un moment donné par le travail en salle de toute manière, puisque voilà, le travail de force sera généralisable ensuite à toutes les qualités. Donc à un moment donné, pour moi, la seule consigne qu'il faut donner à ces athlètes en salle, à partir du moment où on est sous une barre, c'est de déplacer la charge le plus vite possible. À partir du moment où on déplace la charge le plus vite possible, on va être sur le travail d'explosivité et on va être sur le travail de puissance. Donc, une fois que ça c'est fait, euh, la seule question à se poser, c'est à quel pourcentage de charge je travaille. Tout en sachant qu'à un moment donné, si on veut avoir des gains qui sont
exploitable et exportable sur toutes les qualités, c'est qu'à un moment donné, il va falloir travailler sur l'ensemble des points de la courbe de vitesse. Et à ce moment-là, on va avoir des gains qui seront partout. Et après, encore une fois, on rentre dans des problématiques de planification. Combien de temps je passe sur telle qualité? Combien de temps je passe sur une autre qualité? Comment je fais mes rappels? Voilà. On revient toujours dans les mêmes problématiques. Mais tant qu'on va pas aller stimuler ces intensités-là, on n'aura pas de gain. Donc, l'idée, ça reste toujours le même principe. C'est le même principe que sur l'aérobie. Si je fais que de la très haute intensité, ben, j'aurai pas de volume. Si je fais que du volume, j'aurai pas que de très haute intensité. Voilà. En musculation, c'est le même principe. Il va falloir stimuler toutes les intensités pour avoir des gains un petit peu partout. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore parce qu'on peut pas se le permettre, parce qu'on n'a pas un temps en salle qui est suffisant. Mais si, comme tu disais, avec des microdosages, on peut faire un petit peu plusieurs fois dans la semaine, on va pouvoir justement stimuler toutes ces intensités et avoir des gains qui vont s'exporter sur le terrain, j'en suis sûr. Ok, c'est super. Euh, Comment du coup est constituée ta semaine au club, sur le travail de recherche? Raconte-moi un petit peu comment est organisée une semaine type. Alors, ça dépend, ça dépend beaucoup. On va dire que j'ai quand même un agenda qui reste fixe au niveau des entraînements. On s'entraîne cette année avec les U18 lundi soir, mardi soir, mercredi matin et après-midi, jeudi soir, vendredi soir et on a le match le week-end. Donc, j'utilise surtout les matinées où on n'a pas d'entraînement pour avancer sur la recherche. Et voilà, les après-midi sont et toutes les périodes, les demi-journées où on a entraînement sont vraiment consacrées au club et donc à avancer sur les problématiques liées plutôt à l'entraînement sur le terrain. Voilà. Donc après c'est variable. Pourquoi? Parce que ben il y a des périodes qui sont un peu plus chargées que d'autres au niveau de la recherche. Voilà, suivant l'avancée des papiers, suivant l'avancée aussi de la thèse, des corrections que j'ai à faire sur les papiers qui reviennent d'expertise. Donc voilà, il y a des périodes plus chargées que d'autres. Ok, super. Et t'en es où du coup sur l'avancée de tes recherches là actuellement, sur la progression, tu te rapproches de la fin, t'en es... Ouais, on se rapproche de la fin. Normalement, si tout se passe bien, je devrais soutenir courant juin. Donc là, on est dans la période la plus chargée où il va falloir commencer à s'approcher de la finalisation de l'écriture du manuscrit. Donc, euh, donc voilà, là, ça commence à être un peu chaud. Il faut, il y a du travail, mais c'est bien parce que ça permet de garder la tête dedans, de continuer à se poser des questions. Et puis voilà, on commence aussi à réfléchir à la suite, hein, parce que la recherche ne s'arrête pas à la thèse, hein, évidemment. Donc, les questions seront toujours là. Donc, voilà, on est déjà aussi dans la recherche de ce qu'on peut faire après, et comment on peut poursuivre l'amélioration de l'entraînement de manière générale. Super. Une petite question qui est transversale par rapport à tout ce qu'on a dit et ça va permettre de tout mettre en lien. Si tu avais dans un club, que ce soit à Dijon ou dans un club idéal, si tu avais des moyens illimités, Mhm. qu'est-ce que tu mettrais en place? Alors ça peut être matériel, humain, comment tu t'organiserais tout ça? Question difficile, ça. Euh, Dans l'idée, je pense que pour fonctionner au mieux, il faut des personnes qui aient quand même des rôles limités euh, à certains domaines. Si on prend l'exemple un petit peu des staffs de ce qui se passe en Angleterre, voilà, ils sont très nombreux, chacun dans un domaine bien précis, chacun excelle dans son domaine de compétences. Donc ça, c'est quelque chose que je pense il faut rechercher. Maintenant, il y a toujours des problématiques qui sont liées, hein. Il faut avoir forcément un bon manager pour gérer un petit peu toutes ces personnes et être sûr que tout le monde avance dans la même direction. Avoir du monde, ça crée aussi des problématiques, évidemment. Et après, bah, l'objectif, c'est de quantifier pas mal de choses sans se noyer non plus dans des données à tout va et les utiliser au mieux. Donc, euh, ça reste une question complexe et qui dépendra forcément toujours du contexte qu'on a, puisque voilà, aujourd'hui on a la possibilité de quantifier tellement de choses que euh, utiliser toutes ces choses-là, ça reste très compliqué. Ouais. Donc,
je pense qu'à un moment donné, il faut être capable, voilà, d'avoir des gens qui sont très bons dans quelque chose, dans un domaine de compétences, et leur permettre d'exprimer ces compétences-là sous couvert d'une personne qui garde le cap, qui est le manager. Et après, voilà, c'est mettre en place euh, une planification individuelle. Ça, c'est l'objectif. Donc pour ça, il te faut du monde. Si tu manques de moyens humains, c'est impossible. Et donc, du coup, dans la semaine, de se donner des temps à la fois d'entraînement collectif, qui serait, selon moi, peut-être un peu réduit par rapport à ce qu'on fait actuellement, euh, et des temps vraiment très individuels où ça peut finalement être des groupes de joueurs, hein, s'il y a des problématiques pour certains joueurs qui se recoupent. Voilà, donc c'est d'avoir un bon dosage entre, il y a de l'entraînement collectif, mais il y a aussi de l'entraînement individuel, et d'avoir des planifications à la fois collectives et des planifications individuelles. Et à ce moment-là, il y a des personnes dans le staff qui seraient chargées de ces planifications individuelles, de l'individualisation de certains joueurs, et des personnes qui seraient chargées de la planification collective et donc du coup des entraînements collectifs. Voilà. Et après, encore une fois, il faut la bonne personne, les bonnes personnes pour faire en sorte que tout ça se mixe comme il faut et qu'on arrive à garder le cap et qu'on arrive vers la performance, voilà. Tout en sachant que de toute façon, le foot n'est pas non plus une science exacte et qu'on peut fonctionner au mieux, mais pour autant ne pas avoir les résultats. Donc ça reste toujours la problématique aussi. Yes, je suis bien d'accord. C'est top parce que du coup, tu parles de moyens humains et on oublie parfois, et souvent dans certains clubs, je vois les moyens matériels qui sont alloués à la performance. Et en fait, la performance, c'est aussi des hommes, des choix, des décisions qu'on fait pour amener les athlètes au plus haut. Euh, Dernière question, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter sur un prochain podcast? Voilà, c'est dur ça. Et est-ce que je te conseillerais de... Euh, bonne question. Je vais me prendre court là. Euh, je sais pas si j'ai des noms. En tout cas, je pense Des que ça métiers, serait intéressant d'aller voir un petit peu dans ce qui se fait dans tout ce qui va être sport scientist, data analyst, et voir aujourd'hui comment dans ces nouvelles disciplines, ils arrivent à travailler avec des disciplines qui existent depuis plus longtemps et comment progressivement ils amènent leur travail qui peut-être a du mal à se mettre en place parce que nouveau, donc peut-être qu'on leur fait pas encore assez confiance et comment ils voient l'évolution aussi eux du foot de leur côté par rapport à toutes les données qu'ils récoltent et comment ils voient aussi l'évolution de leur métier puisque je trouve que c'est intéressant de voir que finalement la préparation physique comme elle est considérée depuis des années euh, ouvre des voies et finalement le métier va se dissocier petit à petit en plein de branches entre ceux qui seront vraiment très terrain, ceux qui seront très salle de musculation, très réathlés, très donnés. Voilà, et j'ai l'impression que il y a pas mal de métiers qui s'ouvrent aux préparateurs physiques maintenant et peut-être qu'on va aller dans de la spécialisation plus tard. Donc je pense que ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur ces métiers-là. ok, super, j'ai pris note. Merci Tom pour l'échange. Merci à toi, c'était super.